La question du jour. Comment se construit la courbe d'offre? Et au fait, pourquoi elle est croissante? Nous sommes encore et toujours sur un marché concurrentiel. Les agents sont donc preneurs de prix. C'est ça. Si je suis boulanger, je vendrai ma baguette un schmilblick, ni plus ni moins. Et sur un marché concurrentiel, on a en plus l'hypothèse que l'information est parfaite. Donc tout le monde fait rigoureusement les mêmes baguettes avec la même technique de production. Puisque l'information est parfaite, pourquoi faire une baguette dégueu alors que la recette du meilleur ouvrier de France est connue? Donc finalement, et c'est là que je veux en venir, la seule, l'unique question du producteur sur un marché concurrentiel, la raison de ces nombreuses insomnies, c'est combien produire? Laissons ce producteur avec ses insomnies pendant un tout petit moment. Je voudrais vous raconter une histoire. Il était une fois un homme, l'homme dont nous descendons tous. Et cet homme se prénommait Adam. Adam Smith est considéré comme le père des sciences économiques. Et il souffrait aussi d'insomnie, car un paradoxe insoluble le taraudait. Le bien le plus utile, celui dont nous ne pourrions absolument pas nous passer, c'est l'eau. Et pourtant, l'eau ne coûte rien, ou presque rien. Les diamants qui ne servent pas à grand-chose coûtent extrêmement cher. Comment se fait-il que les diamants coûtent les yeux de la tête, tandis que l'eau, sans laquelle nous n'aurions plus ni yeux ni tête, ne coûte rien? C'est le paradoxe de l'eau et du diamant qui a occupé un paquet d'économistes pendant tout le 19e siècle, jusqu'à ce que Stanley vienne dire « Eureka! Il ne faut pas considérer l'utilité totale de l'eau et du diamant, mais en fait leur utilité marginale. » Et si je vous ai embarqué dans cette longue histoire, c'était dans l'unique but d'arriver à ce mot marginal. Marginal, en simplifiant, ça veut dire la dernière unité. La première gorgée d'eau est très utile. Sans cette première gorgée, vous mourrez. La deuxième gorgée d'eau n'est pas aussi utile que la première, mais elle fait encore sacrément du bien. La troisième gorgée d'eau est un peu moins utile que la deuxième, qui elle-même était un peu moins utile que la première, etc. Et quand vous arrivez à la 100 millième gorgée d'eau, vous avez largement étanché votre soif, vous avez pris un bon bain, vous avez fait cuire vos spaghettis, vous avez lavé votre chien, vos enfants, votre maison, votre voiture, vous avez mis une fontaine à l'effigie de Stanley Jevons dans votre jardin. Et donc finalement, cette 100 millième gorgée d'eau, elle vous sert à rien. Et c'est donc l'abondance de l'eau qui explique son faible prix, malgré son utilité incontestable. Alors que le diamant, c'est pas très utile, mais c'est rare. Donc Stanley Jevons, avec ses amis Léon et Karl, ont complètement révolutionné la manière de penser en économie rien qu'avec ce mot marginal. On a même appelé ça la révolution marginaliste. Et l'économie qu'on pratique aujourd'hui est encore celle qu'ils ont théorisée. C'est pourquoi vous allez sans arrêt entendre ce mot marginal et devoir utiliser ce mot dans toutes vos copies, marginal. Répétons tous en chœur ce mot, marginal, et refermons cet aparté. Car nous ne pouvons pas laisser le producteur insomniaque en souffrance. Aidons-le à résoudre son problème. Combien produire? En introduisant les notions de productivité marginale et de coût marginal. D'abord, la productivité marginale. Vous savez qu'il existe des facteurs de production. Ce sont les moyens qu'on utilise pour produire. Pour simplifier, on dit qu'il y en a deux, le capital et le travail. Le travail, c'est facile, c'est des gens, qualifiés ou pas, des ouvriers, des employés, des cadres. Pour faire des baguettes de pain, le travail, c'est le boulanger. Le capital, c'est l'argent qu'il faut investir pour pouvoir produire. Par exemple, pour les baguettes de pain, il va falloir investir dans une boulangerie, un four, de la farine, de la levure, etc. Pour d'autres biens, il faudrait investir dans des crayons à papier, des ordinateurs, des marteaux, des machines. Ces facteurs de production ont une productivité. On peut calculer le rapport entre le volume de production, tout ce qu'on a réussi à produire, et les moyens qu'on a mis en œuvre pour y arriver. Une grande productivité, ça veut dire qu'avec pas beaucoup de moyens, on a réussi à fabriquer énormément de trucs. Une faible productivité, ça veut dire qu'il a fallu embaucher beaucoup de monde et investir dans beaucoup de matos pour fabriquer 2 ou 3 trucs. Mais ce qui nous intéresse surtout, vous l'aurez compris, c'est la productivité marginale. Prenons la productivité marginale du travail. A priori, plus on embauche de travailleurs, plus on va augmenter la production. Mais chaque travailleur n'aura pas la même productivité. Et quand on s'intéresse à la productivité marginale, on s'intéresse à la productivité du dernier travailleur embauché.
Et pourquoi ils n'auraient pas tous la même productivité? Il suffit de prendre des gens qualifiés pareil? Eh bien non. Si le facteur capital est fixe, la productivité marginale du travail, elle ne va pas être constante. Vous voulez repeindre votre appartement. Il va vous falloir du travail, des copains qui viennent pour peindre, et du capital, de la peinture, des pinceaux, des escabeaux, des échelles, des rouleaux, des seaux. Le capital est fixe et on va faire rentrer vos copains un par un dans votre appartement. Le premier qui arrive est très productif. Sans lui, il ne se passerait rien. Pas la moindre goutte de peinture ne s'étalerait sur le mur. Le deuxième est encore assez productif. Il va s'occuper du plafond pendant que l'autre fait les murs, mais son apport est un tout petit peu moins important que celui du premier copain. Le troisième va encore améliorer la production, mais de façon moins spectaculaire. Vu que les deux premiers ont pris les rouleaux, il n'y a plus qu'un pinceau, ça va moins vite. Le quatrième est encore moins productif que le troisième. Lui aussi, il a un pinceau, mais comme il n'a pas de seau, il est obligé de faire des allers-retours pour aller chercher sa peinture, ça va encore moins vite. Et le cinquième copain, il a tellement pas de matériel à sa disposition que qu'est-ce qu'il peut faire à part dire « accroche-toi au pinceau ». J'enlève l'échelle. Bref, vous l'aurez compris, chaque copain qui arrive aide, mais de moins en moins efficacement. La productivité marginale est décroissante. Si on a un facteur, le capital, qui est fixe et qu'on augmente le travail, ça va augmenter la production, mais de moins en moins rapidement. C'est la loi des rendements décroissants. D'accord, mais pourquoi on n'irait pas racheter des rouleaux et des pinceaux? Ça irait plus vite et avec plus de copains. Oui, mais à court terme, on considère qu'on ne peut pas augmenter comme ça tous les facteurs de production à la fois. Ce serait comme ouvrir une deuxième entreprise, réinvestir totalement. C'est pour ça que quand on considère la productivité marginale, on dit que l'un des facteurs est fixe et que l'autre seulement est variable. Mais la productivité marginale est toujours décroissante. Dans la plupart des cas, c'est ce qui se passe. Je vous prends un autre exemple. Vous révisez votre cours d'économie. A priori, plus vous le révisez, mieux vous le savez. Mais votre productivité marginale risque d'être décroissante. La première heure de révision est très utile. Vous êtes frais, vous avez les idées claires, vous êtes enthousiaste. La deuxième heure est encore très utile, mais vous êtes un tout petit peu moins concentré. La troisième heure, vous commencez à ressentir les effets d'une certaine fatigue et vous regardez machinalement votre téléphone portable toutes les 10 minutes. La quatrième heure, vous prenez 3 pauses. Un petit roudoudou va me requinquer. Et à la 12e heure, plus grand chose ne rentre dans votre cerveau. Donc plus vous révisez, plus vous apprenez, mais de moins en moins efficacement. Votre productivité marginale est décroissante. Moi, j'avoue, parfois quand je révise l'économie, la première heure, je suis pas tout à fait dedans, et ensuite la deuxième heure, ça va mieux. C'est vrai, il peut arriver que la productivité marginale commence par être croissante. Au début, peut-être. Ah, tout va toujours si bien au début. Mais il arrive toujours un moment où elle va être décroissante. Et c'est ce moment qui nous intéresse. J'adore quand les choses se cassent la figure. Revenons maintenant au producteur et à ses insomnies. Pour faire ses choix, il doit s'intéresser à ce que va lui rapporter le bien qu'il vend, le prix de vente, et à ce que ça va lui coûter de le produire. Le prix de vente, il ne peut pas l'influencer, il est preneur de prix. Donc sa baguette, elle se vendra un schmilblick, ni plus ni moins. Regardons donc l'autre côté du problème, ses coûts. Il y en a de 2 sortes, les coûts fixes, les coûts variables. Et la somme des deux, c'est le coût total. Les coûts fixes, c'est ce qu'il faut investir à la base avant même de commencer. Pour le boulanger, il faut bien une boulangerie et un four avant même de commencer sa première baguette de pain. Ensuite, les coûts variables. Pour produire une baguette, il va falloir de la farine, de la levure, du sel, de l'eau. Enfin, j'ai pas la recette, mais vous comprenez l'idée. Ça s'achète au fur et à mesure en fonction du nombre de baguettes qu'il va produire. Les coûts fixes, on va les laisser de côté pour le moment. De toute façon, les coûts fixes, il n'y a pas le choix. C'est fixe. Pour la question « Combien produire ?» Les coûts fixes, ils vont pas nous aider vraiment. Il va juste falloir les couvrir, mais ça, on reviendra là-dessus plus tard. Donc, pour notre question « Combien produire ?» La question qui fait qu'il est 4 heures du mat et que notre producteur, il dort toujours pas, on va plutôt s'intéresser aux coûts variables. Et c'est là que le mot marginal va doucement résonner à nouveau à vos oreilles, car chaque baguette ne va pas coûter la même chose à produire. La première baguette est facile à produire, la deuxième est un petit peu moins facile que la première. La troisième est un peu moins facile que la deuxième, qui était moins facile que la première, etc. C'est le principe du coût marginal croissant.
Mais pourtant, on pourrait penser que plus une entreprise devient grosse, plus elle fait des économies d'échelle. D'ailleurs, les chaînes de boulangerie prennent le dessus sur les petits artisans. Alors pourquoi vous dites que le coût marginal est croissant ? À nouveau, là, vous êtes en train de vouloir augmenter tous les facteurs de production d'un coup. C'est comme tout à l'heure, les copains et les pinceaux. Vous voulez en rajouter de tous les côtés. Mais on estime qu'à court terme, ce n'est pas possible. On va pas à la fois recruter des nouveaux travailleurs dans la boulangerie et augmenter le capital. Ce seraient d'énormes investissements qu'on envisagerait de faire seulement sur le long terme. Sur le court terme, une fois qu'on a payé les coûts fixes, on peut faire varier seulement un facteur dont la productivité marginale est décroissante. Pensez à ce brave boulanger qui pétrit ses baguettes à la main, une à une. Et au bout de quelques heures, il risque de commencer à fatiguer, comme vous quand vous révisez votre économie. D'accord, mais donc le coût marginal n'est jamais décroissant. Ça peut lui arriver, si, mais seulement pour certains producteurs très exceptionnels, qu'on appelle des monopoles naturels. Mais nous nous intéresserons à leur cas dans une prochaine vidéo, parce que leurs insomnies n'ont rien à voir avec celles du boulanger. Eux, leur question existentielle, c'est Comment survivre? et non pas Combien produire? mais n'augmentons pas nos angoisses. Pour le moment, on va rester avec notre question standard Combien produire? et notre coût marginal croissant. Et maintenant, nous allons avoir le privilège et l'avantage de tracer une courbe de coût marginal croissant dans le repère que vous connaissez si bien. P, Q, P, Q, P, Q, P, Q, P, Q. En abscisse, on lit les quantités et en ordonnée, on lit les coûts cette fois. Mais les coûts, ils sont bien sûr exprimés en schmilblick. C'est pour ça que c'est exactement pareil qu'un repère quantité-prix. Vous voyez là? C'est le coût pour produire la première unité, la première baguette. Et vous voyez là? Et bien là, c'est le coût pour produire la deuxième unité, la deuxième baguette. Donc le coût total pour produire les deux premières baguettes, c'est l'un plus l'autre plus les coûts fixes. Mais si on s'intéresse seulement au coût de la dernière unité produite, au coût marginal, eh ben il est de plus en plus grand. Alors, Combien produire? se demande ardemment le producteur, car entre-temps, il est 5 heures du mat. La courbe de coût marginal va nous aider beaucoup, car elle nous raconte ce que chaque unité supplémentaire coûte à produire. Mais pour savoir si ça vaut le coup de la produire, encore faut-il savoir ce qu'elle rapporte. Mais là, pour le coup, c'est très facile. Il est preneur de prix, donc sa baguette, elle rapportera toujours un schmilblick. La première baguette, elle rapporte un schmilblick. La deuxième baguette, elle rapporte aussi un schmilblick. La troisième rapporte encore et toujours un schmilblick, etc. Enfin bref, toutes les baguettes rapportent un schmilblick. Donc, la recette marginale, c'est-à-dire ce que rapporte la dernière baguette produite, elle se représente tout simplement par une droite horizontale. Et voici, sous vos yeux ébobis, le schéma qui va permettre au producteur de résoudre sa question existentielle. Car ce schéma nous montre pour chaque baguette supplémentaire à la fois ce qu'elle rapporte et ce qu'elle coûte. Alors, la première baguette, elle coûte ça et elle rapporte ça. Donc ça vaut vraiment le coup de la produire. Vous vous rendez compte là du profit qui est fait sur cette première baguette? Une merveille que cette première baguette. La deuxième baguette coûte un peu plus à produire que la première. Elle coûte ça. Mais elle rapporte toujours ça. Donc ça vaut encore sacrément le coup de la produire. Ça vaut un peu moins le coup que la première, mais ça vaut sacrément le coup quand même. La troisième baguette vaut toujours le coup. Un peu moins, mais ça vaut toujours le coup. La quatrième aussi, etc. Jusqu'à ce point remarquable où le coût marginal est égal au prix. Donc, le producteur, il continue de produire jusqu'à l'unité qui lui coûte exactement la même chose que ce qu'elle lui rapporte. Il ne faut surtout pas aller au-delà. Vous voyez cette baguette-là? Elle coûte plus à produire qu'elle ne rapporte. Il ne faut surtout pas produire cette dernière baguette. Mais vous dites il faut s'arrêter au moment où le coût marginal est égal au prix. Mais pourquoi on ne s'arrête pas à la baguette d'avant? Alors oui, vous avez raison, mais en fait c'est parce que là je prends un exemple discontinu, parce que c'est plus facile à se représenter. Évidemment, on imagine qu'on va faire forcément un nombre entier de baguettes, mais en fait on pourrait tout à fait imaginer produire une demi-baguette de plus entre là et là. Quand on raisonne en continuité, en fait on ne parle pas de la dernière baguette produite, mais de la dernière miette de baguette produite. Alors vous pourriez me dire, oui mais pourquoi on ne s'arrête pas à la miette d'avant? Eh bien parce qu'une miette peut toujours se subdiviser en deux plus petites miettes.
Est-ce que ça va mieux pour vous, Cassandra? Vous avez toujours pas expliqué pourquoi l'offre était croissante. C'est vrai, mais maintenant on a tout ce qu'il faut pour le voir. Rappelez-vous, le plan d'offre, c'est la quantité qu'un producteur serait prêt à offrir en fonction de chaque prix de vente imaginaire. Alors, on va y aller en douceur, on va reprendre notre producteur avec son angoisse standard. Combien produire? Son coût marginal croissant, on va faire varier le prix de vente de sa baguette et voir quelle quantité il va choisir de produire en réponse à ça. Si le prix est à ce niveau-là, il va produire jusqu'au point où le coût marginal est égal au prix, donc il va produire cette quantité-là. Si le prix monte à ce niveau-là, le producteur va monter sa quantité offerte à ce niveau-là, le niveau où, de nouveau, le coût marginal est égal au prix. Et si le prix monte encore, la quantité offerte monte encore. Bref, l'offre est croissante, plus le prix monte, plus la quantité offerte est généreuse. Et pourquoi? Eh bien parce que la courbe d'offre du producteur est justement confondue avec sa courbe de coût marginal. Bonne nuit, petit producteur. Et comment ça, bonne nuit? Mais s'il a fait des gros investissements au départ, et si la règle coût marginal égale prix lui dit de produire 10 baguettes, peut-être qu'avec 10 schmilblick, il va quand même pas rembourser son four à pain. Vous avez parfaitement raison, mais suspense. Il va falloir attendre la prochaine vidéo. Ce que vous devez retenir, c'est que dans un cadre de marché concurrentiel, le producteur n'a qu'une question à se poser: combien produire? Il va prendre sa décision en fonction du prix auquel il pourra vendre sa marchandise et de ce qu'elle coûte à produire. Comme il est preneur de prix, quelle que soit la quantité qu'il choisisse de produire, il la vendra au même prix. De l'autre côté, le producteur regarde donc ses coûts, il a des coûts fixes et des coûts variables. Si on s'intéresse d'abord à la partie variable, on peut tracer une courbe de coût marginal, c'est le coût de la dernière unité produite. Ce coût marginal est croissant, au moins à court terme, quand seul l'un des facteurs de production varie. Plus on produit, plus c'est difficile de produire, c'est la loi des rendements décroissants. Tant que le coût marginal est inférieur au prix de vente, la dernière unité produite rapporte plus qu'elle ne coûte. Quand le coût marginal devient supérieur au prix de vente, la dernière unité coûte plus qu'elle ne rapporte. Donc, le producteur doit s'arrêter de produire exactement au point où le coût marginal est égal au prix. C'est pour ça que la courbe de coût marginal est confondue avec le plan d'offre du producteur. Pour chaque prix, elle donne la quantité que le producteur va choisir de produire. Pour être tout à fait complet, il faut aussi considérer les coûts fixes. Et on verra dans une prochaine vidéo qu'il y a un seuil en dessous duquel le producteur renoncera à produire. Donc restez avec nous pour l'épisode suivant.